J'aimerais aussi remercier les organisateurs du festival pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là. Alors, cette conférence se centre sur la notion d'archives sensibles, une notion opératoire que j'ai pu développer à partir du colloque L'archive sensible, organisé par Maria Benedita Basto, qui participe aussi à une table ronde demain dans le cadre du festival, et David Marcilassi en 2013. Donc, cette notion joue un rôle central dans la construction narrative et formelle des deux courts-métrages que j'ai pu réaliser, Avó Muidumbe, Grand-mère Muidumbe, et Nechá joue le jeu. Avó Muidumbe sera présenté cet après-midi avec Tabou de Miguel Gomes au cinéma Hermitage à 17h. Alors, afin de préciser la fonction doublement épistémique et esthétique de l'archive sensible, je vais me centrer précisément sur ces films Avó Muidumbe. Alors, l'ouverture de l'histoire, l'émergence d'un contre-champ historique est indissociable dans ces films d'une pratique impure du remploi d'archives, fondée sur la production de fausses archives, un travail critique de fabulation, la tension entre histoire, mémoire et post-mémoire, ainsi que sur le rapport d'opposition et les disjonctions entre la parole et l'image. L'archive sensible, en contrepoint du regard colonial, apparaît comme un opérateur de déplacement dans le champ historique et politique et dans la sphère esthétique. La naissance du cinéma est étroitement liée aux profondes transformations de la perception et de l'expérience au XIXe siècle dans le contexte historique d'expansion du capitalisme et de mise en place du colonialisme moderne. C'est intéressant de remarquer que le cinéma est né dans une période de consolidation du capitalisme, mais aussi de mise en place du système colonial moderne à la suite de la conférence de Berlin qui eut lieu en 1884 et 1885. Ces médiums visuels inaugurent de nouveaux modes perceptifs et différents processus cognitifs, expression de la fragmentation moderne de l'expérience, comme le soutient Walter Benjamin par exemple. L'image en mouvement apporte également d'autres modalités d'inscription et de production de l'histoire. Plus de 125 ans après la première projection publique des Frères Lumière en 1895, l'histoire du XXe siècle, notamment l'histoire du projet colonial moderne et celle de l'anticolonialisme et du postcolonialisme, est devenue un thème central de la production cinématographique et artistique actuelle. Alors, je vais essayer de développer une brève réflexion théorique axée sur mon travail comme cinéaste, sur la fonction du remploi ou du found footage, de la found footage appropriation en anglais, d'archives familiales et de l'archive sensible dans l'élaboration d'une contre-histoire, expression de Marc Ferro, du colonialisme tardif portugais, ainsi que dans la déstructuration parallèle du canon cinématographique. Alors, juste pour mettre la production de ces films en contexte, à la fin de 2008, dans le cadre du cours d'art vidéo du programme Créativité et création artistique à la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, j'ai réalisé la première version de ces films, un film indéterminé du point de vue générique entre la fiction et le documentaire, que j'ai finalisé en France en 2009. C'est un film qui traite de la post-mémoire, une expression de Marianne Hirsch, du colonialisme tardif portugais au Mozambique à travers la tentative d'ouverture d'un champ mnémonique. Il travaille sur une archive sensible. Alors, le point de départ de ces films, c'est un ensemble d'archives familiales tournées par mon grand-père entre les années 50 et les années 70 au Mozambique. Mon grand-père était administrateur colonial. Donc, je n'ai jamais vécu au Mozambique, mais le Mozambique, tout au long de ma vie, et surtout dans mon enfance et mon adolescence, a été comme une espèce d'antise, même si je n'avais jamais visité le territoire mozambicain. Donc, il y avait ces images, il y avait aussi les récits de mes grands-parents qui m'ont fait imaginer ces territoires. Donc, le but de ces films était précisément de rendre sensible, rendre visible une mémoire indirecte, une post-mémoire, la mémoire d'un territoire et d'une expérience que je n'avais jamais eue moi-même personnellement.
et en plus une expérience située dans un contexte colonial et aussi à partir de 1964 de lutte anticoloniale, puisque la lutte anticoloniale, la lutte de libération au Mozambique a commencé en 1964. Le Mozambique n'acquérera son indépendance du Portugal qu'en 1975. Alors, Avram Muidumbe est une tentative fragmentaire de mise en scène de mes mémoires indirectes du Mozambique colonial en partant du constat d'un non-lieu de mémoire. Dans ces courts-métrages qui conjuguent le remploi d'archives familiales tournées en 8 mm et Super 8 par mon grand-père, comme je disais, ancien administrateur colonial, et l'aventure de la reconstitution, les images du passé deviennent lisibles dans le présent à travers un mouvement de rotation du regard. Il s'agissait d'imaginer comment le colonisé aurait regardé le colonisateur et de creuser un passage entre le Mozambique en tant qu'espace vécu et non vécu. Le film se donne pour objet de fouiller les interstices entre deux espaces-temps, le Mozambique colonial de 1960 et le Portugal de 2008, au bord de la crise du projet européen, expression de Boaventura de Sousa Santos, et de déployer les tensions entre affaires et savoir. Film pauvre, en invoquant la pauvreté mimétique et technique comme principe et essence constructive du cinéma, selon la définition de Yuri Tinianov, réélaborée par Julio Garcia Spinoza et Rui Guerra, entre autres, et plus récemment par Itu Steyer, Avram Muidumbe est très loin de constituer un objet isolé. Bien au contraire, il s'inscrit dans une tendance générale de l'art et du cinéma à repenser l'histoire contemporaine. La fonction des archives publiques et privées, y compris familiales, est fondamentale dans cette affirmation du cinéma comme façon de penser ou de dépenser l'histoire. Les itinéraires temporels, matériels et discursifs des archives, à travers leurs horizons historiques successifs, questionnent en effet l'opposition canonique entre histoire et mémoire. Dans l'œuvre de plusieurs artistes, comme par exemple Philippe César, Mathieu Kleiba-Bonenc, Angela Ferreira, Vincent Messen, Patricio De Massimo, entre autres, la pensée de l'histoire repose sur une exploration structurelle et critique de la mémoire sensible, discursive et technique, aussi bien que de l'enchevêtrement entre ces trois types de mémoire, du colonialisme et de l'anticolonialisme, en particulier de leur représentation photographique et cinématographique et de leur forme filmique. En ce sens, ces artistes semblent répondre à João Paulo Borges Coelho, un écrivain et historien mozambicain, qui, au sujet de la codification de l'histoire mozambicaine après l'indépendance comme un script de libération, un dispositif historique et épistémique situé, et je cite Borges Coelho, à l'intersection des rapports de pouvoir et des rapports de savoir, fin de citation, considère, et je le cite à nouveau, qu'il est temps d'ouvrir le grand récit à une pluralité de formes sociales de traitement du passé, y compris à une historiographie qui doit réinventer son champ et bien sûr à l'art. Donc il y a vraiment l'affirmation d'une capacité de l'art à repenser l'histoire selon une perspective sensible différente de celle du champ de l'histoire en tant que discipline scientifique. En dialectisant le rapport entre histoire et mémoire, mémoire subjective, collective, culturelle et technique, la méthode des artistes que je viens de citer, des artistes cinéastes, donne lieu à des formes hétérodoxes de remploi matériel en même temps que de remploi intertextuel. Et je me sers des catégories de remploi explicitées par Nicole Brenes dans son article « Montage intertextuel et formes contemporaines de remploi dans le cinéma expérimental » que vous trouverez en ligne. La méthode de travail de ces artistes présente une importante dimension formelle. Celle-ci se fonde notamment sur une dynamique de déstructuration et de structuration des modèles discursifs et formels du cinéma anticolonial sur le devenir historique de ces formes filmiques. À travers ces processus d'ordre dialectique, l'histoire du colonialisme et de l'anticolonialisme est enfin décristallisée à l'intérieur d'un nouveau modèle discursif et formel. L'opération storiographique est définie par Michel de Certeau comme un récit en même temps que comme une pratique de sens toujours médiatisée par la technique, placée entre le langage du passé et celui du présent, entre ce qui est dit et ce qui est créé, entre le document et sa construction, le réel et sa production discursive. Au-delà de la position intermédiaire et intervallaire,
interstitiel pour évoquer la dimension politique et épistémique de l'interstice, tel que soutenu par Homi Bhabha. Donc la position intermédiaire et intervallaire du geste storiographique, Desserteau insiste sur la distance temporelle comme une source de projection de la subjectivité de l'historien. Transposée au champ de l'art et du cinéma, l'opération storiographique reflète ce système d'écart entre passé et présent, réalité et discursivité. De même que l'opération storiographique fait irruption dans le champ esthétique, une opération esthétique est apparue explicitement dans la sphère de l'histoire, au moins depuis que Collingwood a assumé l'imagination historique comme une méthode historienne valable. Déjà en 1935, à propos du rapport entre passé et présent dans la narration, Collingwood proposait une relecture de l'événement historique à partir des traces résiduelles qui persistent dans le présent énonciatif. Pour Collingwood, que je cite, chaque présent a son propre passé et toute reconstitution imaginative du passé vise à reconstruire le passé de ces présents dont l'acte d'imagination est en cours comme il est perçu ici et maintenant. Fin de citation. Imaginer l'événement historique signifie donc de traverser les écarts entre le passé et le présent, de déambuler tout au long des lieux passés et des lieux présents, des espaces vécus et non vécus par l'observateur, de parcourir les topoi de la mémoire culturelle et sensible. Or, se déplacer dans ce système de lieux signifie aussi penser les écarts entre le moi et l'autre, le sujet et l'objet, le public et le privé, le réel et l'imaginaire. Alors, pour revenir aux questions liées aux archives familiales, il faut penser que la ritualisation du quotidien, commencée dans la première moitié du XXe siècle, s'est intensifiée à partir des années 50 avec les films de famille. Et j'utilise la notion de Roger Rodin. Films de famille en format 8 mm, puis en Super 8, et plus tard par la vidéo analogique et la vidéo numérique. Donc, c'est à partir des années 50 que, parallèlement à cette ritualisation du quotidien, les formats cinématographiques deviennent accessibles aux classes moyennes dans la mesure où le 16 mm était trop cher et aussi l'utilisation de ces formats demandait une maîtrise et des habiletés techniques qui étaient réservées à un petit nombre de personnes. Donc, les archives cinématographiques, à partir de ces moments-là, appuient l'opération storiographique dans le champ de l'art et du cinéma. À travers la mémoire artificielle constituée par ces vastes réservoirs visuels, il est dorénavant possible de parcourir des images souvenirs, expression de Michel Beaujour, d'autrui, de lieux passés non vécus, c'est là où je ne suis jamais venu, pour citer le poème de Jacob Gladstein. Grâce à ces œuvres historiographiques et artistiques, cette mémoire artificielle cesse d'être restreinte à la sphère privée pour devenir publique. La prolifération de ces œuvres semble même réclamer une relecture des relations dialectiques entre le public et le privé, de leur interpénétration, de ce qui relève concrètement de la sphère privée et de ses effets sur la sphère publique. Car ce qui est en jeu dans ce type d'opération historiographique, ce n'est pas uniquement une révision de l'histoire générale à la lumière de l'histoire familiale, et donc l'émergence de nouvelles méthodes historiographiques et d'autres types d'interférences entre le public et le privé. C'est aussi une réécriture simultanée de l'histoire et de l'histoire du cinéma. Pour le dire autrement, le remploi d'archives filmiques familiales et le processus mémoriel intertextuel permettent de repenser ensemble l'histoire du cinéma et le canon cinématographique. Le cinéma inscrit et réinscrit les événements dans l'histoire, tout en réécrivant sa propre histoire, notamment à travers le croisement entre les films de famille, les films politiques et le film expérimental, dont la séparation catégorique, il faut repenser dans sa dimension historique et idéologique. Le tournant historiographique de l'art et du cinéma s'accompagne donc d'un tournant esthétique et politique dont la conception performative de l'archive, liée étroitement à une politique de la mémoire, est l'une des composantes fondamentales. Il s'agit de faire du déchiffrement, de l'interprétation, une transformation que change le monde, selon le mot de Jacques Derrida. Alors, dans Mal d'archives, Derrida rappelle l'étymologie grecque du mot archive.
arché ou arché, qui nomme à la fois le commencement et le commandement. L'archive est donc c'est là où l'histoire familiale ou collective commence, c'est là où le principe de commandement s'active, c'est là où s'instaure le rapport de pouvoir et de savoir. Pour le philosophe, c'est là renvoie à un lieu, à une domiciliation de l'archive, à partir de laquelle se définissent le rapport de savoir-pouvoir de l'archive comme catégorie générale. Le là des archives de Avó Muidumbe est aussi un lieu, un domicile, une maison. La maison de mes grands-parents, lieu d'autorité par excellence, leur maison dans le Mozambique colonial, espace politique dont l'épaisseur sensible est restituée par l'image. S'approprier des archives de mes grands-parents était tout d'abord de m'emparer de leurs compétences herméneutiques, d'établir une topologie alternative de la mémoire, le principe d'une contre-histoire, en contrepoint de l'histoire officielle du colonialisme tardif portugais, revenant aux conceptions de Ferro. C'est important de dire qu'aujourd'hui la situation est un peu différente. Mais en 2008, quand j'ai réalisé ces films, même si dans le champ de la littérature, en pensant par exemple aux ouvrages d'António Lobo Antunes ou de Lydia Jorge, il y avait déjà plusieurs ouvrages littéraires consacrés à la mémoire du colonialisme tardif portugais, mais dans le champ du cinéma et dans le champ de l'art, il y avait très peu d'œuvres consacrées à ces sujets. Je pense que c'est à partir de ces moments-là, 2008, que la question coloniale s'est finalement installée dans l'espace herméneutique de la production artistique et cinématographique. À l'époque, c'était encore un grand tabou, même s'il faut faire référence à un ensemble de films qui abordaient déjà cette question. Le premier étant O Mal Amado, ou Le Mal Aimé, de Fernando Matos Silva, un film réalisé en 1973, mais qui a été interdit, censuré jusqu'à 1974, jusqu'après la Révolution des Oyer. Et puis aussi un autre film, Deus até ao meu regresso, Adieu jusqu'à mon retour, qui était en effet un reportage pour la télévision, et c'est la première fois qu'on aborde dans le cinéma portugais explicitement la question du retour des soldats qui combattaient contre le mouvement de libération en Afrique. Et puis, c'est aussi un sujet qui traverse en filigrane une certaine histoire du cinéma portugais. Par exemple, le film de João Botelho, Um Adeus Português, Un Adieu Portugais, ou encore un film invisibilisé d'Alberto Seixas Santos, mais qui est une œuvre absolument extraordinaire, Paraíso Perdido, Paradis Perdu, qui a été réalisé entre 1992 et 1995 par le cinéaste. Alors, j'aimerais vous montrer une première séquence du film.
Le monde colonial ne montre pas ce qu'il est dans ses archives familiales. Il faut donc rechercher ce monde au dehors, le dépasser. Dans la constitution de cette archive sensible, il convient déjà de scruter le seuil de l'image. Le corps africain, profilé, rigide, partiellement coupé, en contraste avec ce qui est au centre de l'image, le mouvement apparemment libre, renouvelé de ma grand-mère. Les choix de cadrage relèvent donc les enjeux politiques présents et déterminent le jeu de décadrage comme principe formel du court-métrage. Rechercher ces mondes au dehors en explorant par la suite leur champ historique qui prolonge et ouvre ce qui est représenté dans l'image. Juste un petit instant. Le dehors est présent dans le dédan par les fenêtres. À l'envers, le dédan est lui aussi dans le dehors à travers les baies et les ouvertures. Se dessine une continuité sans dedans ni dehors qui met en évidence des séparations de tout ordre, des séparations de classe, de race, de genre, de savoir, de visibilité, de maîtrise technique. Roger Rodin définit le film de famille comme, je cite, un film ou une vidéo réalisé par le membre d'une famille à propos de personnages, d'événements ou d'objets liés d'une façon ou d'une autre à l'histoire de cette famille et à l'usage privilégié des membres de cette famille. Fin de citation. Pour Rodin, la définition du film de famille ne prend pas en compte le contenu. Ainsi, le film de famille peut couvrir des contenus aussi divers que, je cite à nouveau, la vie des pêcheurs en Bretagne ou l'assassinat de Kennedy. La seule chose qui importe, dit Rodin, que je cite à nouveau, est que l'objet, le personnage ou l'événement en question ait été jugé digne par celui qui tient la caméra de figurer dans la collection de souvenirs familiaux. Fin de citation. Dans les archives remployées d'avant Mouidoum, les limites entre le familial et le politique sont troublées. Le colonial pénètre dans la sphère privée à travers les figures des serveurs noirs et l'organisation signifiante de l'espace et des rapports humains. Dans les séquences extérieures, l'infinie vastitude du territoire devient un espace sans issue où se répètent les divisions opératoires dans la sphère privée. Pour Patricia Zimmerman, le film amateur, catégorie que pour l'autrice, contrairement à Rodin, recoupe celle du film de famille, et je la cite, n'absorbe pas simplement l'histoire. Au lieu de cela, il mobilise, je cite à nouveau, un processus historique actif de récréation et de réinvention. Fin de citation. Dans cette ligne, les films de famille de mon grand-père construisent un espace social et imaginaire à travers les signes de l'ascension sociale et de la modernité. Les serveurs, les maisons, les voitures, les appareils photographiques et cinématographiques eux-mêmes, désirés par lui, le fils d'un petit propriétaire rural qui a conquis dans une grande mesure ces appareils et cette ascension sociale grâce à la situation coloniale. Aujourd'hui, en plus de rendre sensible la totale imprégnation de la vie familiale par le colonial durant cette période historique, ces images mettent en évidence un modèle de colonisation organique et compensatoire, selon la définition d'Eduardo Lourenço, caractérisée par, et je cite le philosophe, une liaison viscérale avec la pauvreté métropolitaine. Fin de citation. Dans Avant Mouidoum, le travail des archives a visé à déséquilibrer la forme apparemment ordonnée de ces représentations familiales, mais également à rendre visible, par un jeu de perspective, la nature presque coloniale de la propre métropole, selon Lourenço. Boaventura de Sousa Santos considère qu'Aquino de Bragança, un grand intellectuel et un grand combattant anticolonial, pionnier des épistémologies du Sud, a assumé, et je cite le sociologue, la tâche de construction des sciences sociales mozambicaines pour servir les sociétés libérées à travers l'élaboration d'une connaissance scientifique sociale en mesure de dépenser le savoir colonial. Fin de citation. En français, le verbe dépenser évoque une pensée qui est mise à l'envers, en même temps que, sans tirer, le terme signifie, selon le trésor de la langue française, faire une dépense ou employer avec prodigalité.
Bien que dépourvu d'une ambition épistémique, Avó Muidum s'est attribué la finalité de mettre à l'envers une histoire familiale liée à l'histoire collective du Portugal, étape essentielle pour dépenser et penser les récits du colonialisme tardif de ces pays à partir d'un espace subjectif qui dépense lui-même une force intime. Ces déploiements narratifs, ponctué par le rapport d'opposition entre parole et image, l'une des formes de dépenser la représentation, est étroitement liée à l'assomption, à l'affirmation d'un legs, d'un héritage. Nous sommes des héritiers, cela ne veut pas dire que nous avons ou que nous recevons ceci ou cela, que tel héritage nous enrichit un jour de ceci ou de cela, mais que l'être de ce que nous sommes est d'abord héritage, que nous le voulions et le sachions ou non, dit Derrida dans Spectre de Marx. Le propos premier d'Avó Muidum était précisément d'affirmer et de lire de manière critique un héritage colonial en l'assumant dans sa finitude. Cela impliquait de construire un espace énonciatif entre memté et ipséité et de repenser les catégories binaires de la modernité occidentale hégémonique, d'éprouver la distance comme intimité et l'intimité comme distance, en représentant mon propre rôle et celui de ma grand-mère dans une unité floue, expression de Raymond Bellour. La perspective du film adopte donc la perception d'autrui, un angle troublé et troué de mémoire. Pour le formuler avec plus de précision, le récit assume les conditions empiriques de l'expérience historique d'autrui. J'essayais de mettre en place, bien qu'imparfaitement, une reconstitution sensible en m'appuyant sur une méthode basée sur l'exploration des sentiments et des émotions présentes dans les travaux fondateurs de Maurice Alpvars sur la mémoire collective et dans les approches historiques d'Arlette Farge, Anne-Laura Stoller et Didier Huberman, entre autres. Dans sa contribution pour l'anthologie Qu'est-ce qu'un peuple, affirme Didier Huberman, rendre sensible, ce serait donc rendre accessible par le sens et rendre même accessible ce que nos sens, de même que nos intelligences, ne savent pas toujours percevoir comme faisant sens quelque chose qui n'apparaît que comme fait dans le sens, indice au symptôme. Fin de citation. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste conclure en faisant référence à l'une des opérations fondamentales du film. Donc, j'ai essayé de remonter les archives, de les recadrer, etc. Et j'ai essayé aussi de compléter ce qui n'était pas dans l'image. Donc, il y a quelque chose qui est très important dans ces films et dans sa construction narrative, c'est le rapport entre champ et hors-champ. Parce qu'hors-champ, même si la guerre coloniale n'était pas encore commencée au Mozambique en 1960, l'année de tournage de ces images par mon grand-père, c'est l'année précisément du massacre de Moeda. Et au moment où j'ai commencé à préparer ces films, j'ai fait plusieurs entretiens avec mes grands-parents que finalement je n'ai pas inclus dans les films. Mais je ne savais pas, c'était vraiment quelque chose du domaine du symptomal, une espèce d'intuition, que ces images avaient été tournées à peu près 3 semaines après, il y a 30 km du lieu Moeda où s'est déroulé le massacre de Moeda, qui est considéré aujourd'hui comme l'événement proto-nationaliste le plus important de l'après-guerre au Mozambique. C'est à la suite du massacre de Moeda, qui eut lieu en 1960, juin 1960, que le Frélimo a été fondé en 1962 à Dar es Salaam et 2 ans après, la guerre de libération commence au Mozambique. Donc, j'avais l'intention, même si au début d'une manière entièrement intuitive, de faire référence à ce qui était hors champ, c'est-à-dire la résistance au colonialisme qui, malgré les constructions idéologiques de l'histoire portugaise, n'a jamais disparu, même résistance dans l'espace intime à travers la langue, la préservation des pratiques rituelles, etc. Et donc, j'avais l'intention de rendre sensible cet hors-champ. Et pour le faire, j'ai décidé de reconstituer des scènes et de tourner des images au présent à Lisbonne et à Trás-os-Montes, la région où mes grands-parents habitent. Et puis, il y a eu aussi tout un travail de reconstruction sonore. Les archives
même des archives de mon enfance, tournées par mon père en vidéo déjà, ont été utilisées dans la bande-son du film. Donc, juste pour conclure, dans ces courts-métrages, il était question d'imaginer à travers une coprésence sensible de moments dont on ne peut se souvenir la façon avec laquelle le colonisé aurait regardé le colonisateur, en suivant l'appel de Jean-Paul Sartre dans la préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, que je cite: « Regardons-nous, si nous en avons le courage, et voyons ce qu'il advient de nous. » Donc l'idée de ces films était non de regarder l'ancien colonisateur, la démarche ethnographique, l'ancien colonisé, pardon, la démarche ethnographique par excellence, mais de tourner le regard vers nous, les anciens colonisateurs, mes grands-parents, et aussi d'assumer cette idée d'un passage intergénérationnel de la mémoire, de me regarder à moi-même en tant que descendant d'anciens colonisateurs. Et je pense que c'est un geste urgent hier comme aujourd'hui, quand en pleine Méditerranée et ailleurs, on ne sait plus ce qu'il est l'espoir de la mer, expression de Maurice Blanchot. Je pense qu'il est très important aussi de relier le passé et le présent, de ne voir pas le colonialisme comme quelque chose qui s'est fini. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de problèmes avec l'expression post-colonialisme, parce que le colonialisme persiste aujourd'hui à travers, disons, les divisions de classe, de race, de genre, etc., opérantes au sein de nos sociétés, mais aussi à travers des phénomènes comme la politique migratoire européenne qui refuse systématiquement l'altérité. Merci.